Henri, je vais vous laisser avec eux. On a décidé de vous inviter. Vous avez accepté cette invitation. Je voudrais d'abord savoir pourquoi. Vous allez nous parler. On va prendre 30 minutes, 40 minutes, et puis la salle pourra vous poser des questions ensuite. Mais juste un mot pour commencer. Pourquoi est-ce que vous avez accepté leur invitation aujourd'hui? J'ai accepté parce que Laurent Fiard et Philippe Guérand m'ont demandé que quand les deux se mettent à l'œuvre pour obtenir quelque chose, c'est difficile de dire non. Donc, non, c'est à cause d'eux. C'est aussi parce que j'aime beaucoup venir et revenir à Lyon. Je le fais maintenant depuis un certain nombre d'années. Cette ville, ce territoire, c'est un territoire de confluence. C'est un territoire qui, dans l'histoire de l'Europe économique, depuis des siècles, joue un rôle important. C'est une terre d'équilibre, c'est une terre de progrès, c'est une terre de développement. Et dans les temps que nous vivons, je pense que venir ici, rencontrer des entrepreneurs, écouter, voir un peu ce que vous ressentez, c'est quelque chose d'important si on veut nourrir ses propres réflexions. Donc je viens toujours avec plaisir, pas seulement pour la gastronomie. Pas seulement, mais un peu quand même. Je vous laisse partager avec nous votre regard sur cette odyssée, sur France is Beautiful, puisque c'est le sujet du jour. On a hâte de boire vos paroles et je vous retrouve dans une trentaine de minutes à peu près pour qu'on puisse échanger avec la salle. Henri Decache. Merci Nicolas. Écoutez, merci à tous d'être ici ce matin et d'avoir la gentillesse de m'accueillir. Comme je vous l'ai dit à l'instant, je suis très heureux de pouvoir être là, partager avec vous un certain nombre de réflexions. Quand nous avons essayé de déterminer quels étaient les thèmes qui pourraient vous intéresser ce matin, assez vite, nous sommes arrivés à la conclusion que, bien sûr, il fallait parler du futur et bien sûr, il fallait parler des entrepreneurs. En réalité, le titre de cette manifestation est un titre symbolique, dense, qui a du contenu et qui évoque beaucoup de choses. Oui, nous sommes aujourd'hui, comme les Grecs anciens, dans une odyssée à proprement parler homérique. L'Odyssée, c'est l'histoire d'un voyage autour de la Méditerranée dans des temps anciens. C'est l'histoire d'Ulysse, l'histoire d'autres aussi. C'est l'émergence d'un certain nombre de thèmes fondateurs pour nos sociétés occidentales. C'est une découverte du monde. Et nous sommes aujourd'hui dans un monde qui, comme il le fait à quelques périodes qui reviennent à intervalles longs, est en train de changer à une vitesse qui est parfois supérieure à notre capacité à en comprendre les conséquences. Nous sommes entrepreneurs, vous êtes entrepreneurs. Votre aspiration, forcément, parce que vous vous projetez dans le futur, parce que vous voulez construire, c'est de changer ce monde et de contribuer à le changer positivement. Si vous êtes dans cet état d'esprit-là, il est important, je crois, d'avoir une grille de lecture large avant de pouvoir décider dans son domaine comment on allait avoir un impact et changer le cours des choses. Or, quand on regarde ce monde du début du XXIe siècle, on s'aperçoit de quelque chose d'assez frappant, qui est qu'un certain nombre de très grandes forces constantes qui ont modelé l'histoire de l'humanité depuis que la vie est apparue sur Terre sont en train d'œuvrer et de manière synchrone, ce qui n'a pas été toujours le cas. Et c'est au fond cette synchronisation du changement, cette synchronisation de l'accélération qui nous laisse parfois perplexes, inquiets, mais aussi dans d'autres domaines assez pleins d'espoir ou d'idées. C'est là-dessus que je voudrais revenir avec vous ce matin, avant de vous dire quelles conséquences il me semble qu'on peut en tirer dans une vie d'entreprise. Parce que si l'entrepreneur a la tâche de conduire ses équipes, rien ne lui interdit et tout l'oblige, pour mieux les conduire et pour les conduire plus loin, à regarder d'abord le monde dans son ensemble. Je n'aurais, dans les fonctions que j'ai quittées il y a maintenant presque 3 ans, jamais pu faire ce que j'ai fait si je n'avais pas passé une partie importante de mon temps à essayer de regarder ce qu'étaient les grandes évolutions autour de l'entreprise. Et aujourd'hui, 4 choses qui vont peut-être vous sembler très banales me semblent particulièrement essentielles. Le climat, la démographie,
la technologie et les idéologies sont en période de mutation et de changement très profond. Et ces changements sont ce qui va faire émerger le monde de demain qui sera très différent de celui dans lequel nous sommes nés. Comme à plusieurs époques dans l'histoire de l'humanité, des changements de même type se sont produits. Alors on a coutume de dire que les civilisations émergent et disparaissent, sont mortelles. Il me semble clair aujourd'hui que nous sommes à la fin d'une période qui a été la dominance du monde de l'Ouest, qui est encore un peu la dominance du monde de l'Ouest, mais que cette période est en train de toucher à sa fin, à cause de l'effet que produisent les 4 forces que je viens de mentionner. Le climat n'était pas dans les discussions, ou n'était pas vraiment dans les discussions il y a un peu plus de 30 ans, quand j'ai commencé ma carrière dans l'entreprise. Seuls quelques experts, quelques techniciens appréhendaient ce que commençaient à être les bouleversements que nous connaissons. Pas une entreprise aujourd'hui ne peut ignorer ce qui se passe dans ce domaine. Et prenez un peu de recul, prenez un peu de hauteur, regardez le passé historique. C'est le climat qui a créé la géographie du monde. C'est le climat qui a permis l'émergence d'un certain nombre de sociétés. C'est le climat qui, dans un certain nombre de cas, a permis l'émergence ou la non-émergence de richesses. C'est le climat qui a détruit des civilisations. C'est le climat qui a créé des migrations. Nous sommes dans une période de changement accéléré. Je coutume de dire qu'un certain nombre d'entre nous vont passer leurs vacances dans des cités en ruine qui ont été le cœur de civilisations extrêmement prospères et fortes quand ces cités n'étaient pas en ruine. Demandez-vous pourquoi elles sont en ruine aujourd'hui. Dans la plupart des cas, la raison de ce déclin, c'est avant tout une raison climatique, qui derrière a eu des conséquences économiques, politiques, stratégiques. Nous sommes dans ce type de changement. Ce qui positionne l'Europe d'une façon assez particulière, puisque l'Europe vit ce changement climatique. On a coutume de dire qu'un degré de plus déplace les vignobles de 100 à 150 km vers le nord. Donc tous les espoirs sont permis. Les Anglais se sont mis à refaire du champagne qui devient buvable. Dans 50 ou 100 ans, peut-être que le champagne anglais deviendra bon. Ça a d'autres conséquences plus dramatiques dans les endroits dans lesquels la chaleur et la variabilité du climat deviennent trop fortes. Ça a évidemment des conséquences sur les migrations. Comme l'Europe est une terre de climat tempéré, vous voyez que nous sommes à la fois concernés par ce changement, mais aussi, parce que nous le vivons ou nous le vivrons un peu moins intensément que d'autres, un pôle sur lequel forcément une attention croissante va se porter, pas seulement à cause de sa richesse. Donc, ayez en tête que le climat, et pas seulement dans son réchauffement, aussi dans sa volatilité, va impacter ce que seront nos activités à l'échelle de notre génération et à l'échelle des générations qui suivent, comme depuis l'origine de l'humanité. La deuxième force extraordinairement puissante qui est à l'œuvre, c'est évidemment la démographie, dans ses 2 composantes essentielles, qui sont les déséquilibres que peuvent faire émerger des taux de natalité et de fécondité différents entre des grands géographiques, et dans une deuxième composante qui est la longévité. L'espérance de vie en 1900, à la naissance, était de 46 ans en France. Elle est aujourd'hui de pratiquement 80 ans. Vous imaginez les conséquences sociales, économiques, politiques qu'une telle évolution a pu avoir sur la société dans le siècle qui s'est écoulé. C'est un trimestre de longévité de plus par an. Un trimestre de longévité de plus, c'est 6 heures de plus. Ça veut dire qu'un bébé qui naîtra aujourd'hui va vivre 6 heures de plus que le bébé né hier.
et 6 heures de moins que le bébé qui naîtra demain. Conséquence fondamentale avec un rythme qui pour l'instant ne s'est pas ralenti. Même si dans un certain nombre d'endroits et sur un certain nombre de fractions de la population, la longévité a tendance à stagner. Mais si cela se poursuit, si l'avancée technologique en matière médicale continue de nous faire progresser, le début du XXe siècle a été l'effondrement de la mortalité infantile. La deuxième moitié du XXe siècle a été la diminution de la mortalité à l'âge mûr. Le XXIe siècle pourra être celui de l'accroissement de la longévité par le vieillissement en meilleure santé. Conséquence sociale absolument majeure, vous envoyez une des composantes d'ailleurs aujourd'hui avec la manière dont n'en finissent pas de se nouer sans se dénouer les débats sur la retraite et la dépendance. Ça va évidemment continuer. Mais je voudrais revenir sur le premier aspect que je mentionnais, qui est celui des déséquilibres entre les taux de natalité ou les taux de fécondité qui existent aujourd'hui dans les grands espaces géographiques. L'Europe est un continent qui est à la fois par tête le plus riche du monde et qui est aussi celui qui a la démographie la plus défavorable ou la plus déclinante. Quand on a dit ces deux choses-là, on n'a pas besoin d'être un grand expert économique ou géographique pour comprendre ce que peuvent en être les conséquences à très long terme. Ça va évidemment caper notre croissance et ça va évidemment créer un appel d'air ou des tensions qu'il va falloir gérer. Il faut que nous en ayons conscience. Et ceci, si on doit en tirer une seule conséquence, doit nous amener à apporter énormément d'attention à notre capacité à accélérer la croissance et accélérer la création de richesses par tête dans des zones qui ont une démographie beaucoup plus dynamique que la nôtre, sans avoir encore tous les moyens de leur développement. Si nous ne le faisons pas, il se passera ce qui s'est passé dans l'histoire de l'humanité depuis qu'elle existe. Les déséquilibres démographiques couplés à des déséquilibres de richesse créent au bout d'un certain temps des tensions stratégiques qui ne sont plus tenables. Le troisième point sur lequel je voudrais venir est celui de la rupture technologique. Ça semble toujours une banalité. Mais le rythme, l'intensité, la profondeur à laquelle nous la vivons sont probablement sans équivalent depuis la période de la Renaissance. Pourquoi ? Parce que d'un seul coup, nous accédons à des technologies qui nous donnent des effets d'échelle, qui nous donnent des ruptures, qui sont sans équivalent avec ce que nous avions l'habitude de vivre. Nous passons en réalité, et pardon d'employer ces mots qui ont l'air un peu compliqués, de l'incrémental au disruptif. L'incrémental, c'est le progrès constant, difficile, marginal, qui consiste chaque année à gagner sur son processus de production, sur son efficacité, sur sa croissance, quelques dixièmes de points, quelques fractions qui vous fait progresser. Ça n'a rien de médiocre, c'est l'effort du sportif de très très haut niveau qui essaye marginalement d'améliorer sa performance parce que c'est ce qui lui permettra de gagner. Le disruptif, c'est ce qui se passe quand brusquement se trouvent disponibles des éléments qu'on n'avait pas imaginés, qui n'existaient pas, que l'on n'avait pas réunis auparavant et qui permettent de totalement bouleverser la donne et changer l'échelle, qui permettent d'atteindre des effets d'échelle qu'on ne pouvait pas imaginer, qu'on ne pouvait pas appréhender auparavant. Je suis sûr que, puisqu'il y a quelques centaines d'entrepreneurs dans la salle, chacun dans votre secteur ou aux portes de votre secteur, vous comprenez ce que cela veut dire. Vous voyez émerger des processus de fabrication
des services, des concurrents qui sont capables de disrupter le monde d'une manière qui n'était juste pas imaginable ou envisageable l'année dernière, il y a 3 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans. Si ça s'est produit depuis 5 ou 10 ans, ça va continuer à se produire et ça ne va faire que s'accélérer dans les 5 ou 10 ans qui viennent. Et les effets d'échelle ne sont pas des effets d'échelle de 1 à 2, de 1 à 3. Ils sont dans un certain nombre de cas de 1 à 1000, de 1 à 2000, de 1 à 6000, voire davantage. Quand on est en face de ça, on comprend que c'est un bouleversement total des cartes et qu'il faut passer du règne de la carte Michelin à celui de la boussole. Ce que je veux dire par là, l'économie dans laquelle un certain nombre d'entre nous se sont mus à la génération précédente était une économie extrêmement balisée, comme une carte Michelin. Les lieux étaient repérés, il y avait des indications, il y avait des précédents, il y a des gens qui étaient déjà passés par là. Et après tout, tout ça était à peu près stable. Donc pour y réussir, il fallait suivre la carte. L'économie d'aujourd'hui ressemble à la Californie des années 1820-1830. C'est un immense territoire dont on sait qu'il est abondamment pourvu en matière de richesse, mais il n'est pas cartographié. Et les gens qui se déplacent sur ce territoire sont d'une efficacité et d'une moralité assez largement variables. Il n'y a pas toujours de règles, il y a d'ailleurs rarement des règles. Les règles sont quelquefois les règles du shérif local, qui n'est pas forcément toujours absent de toute critique ou de toute intention, pas toujours forcément bonne. Et il faut pourtant arriver à s'y déplacer et à y réussir. Et je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Mais l'importance de la rupture technologique est quelque chose qui doit complètement bouleverser pour les entrepreneurs la manière dont ils appréhendent ce qu'est leur stratégie. On a eu une période équivalente en Europe, je crois que j'en avais dit d'ailleurs un mot il y a 4 ans, c'est la Renaissance. L'invention de l'imprimerie au moment de la Renaissance a produit à peu près les mêmes effets qu'Internet, pour une raison extraordinairement simple. L'imprimerie, c'était un effet d'échelle gigantesque. La transmission du savoir était restée dans les mains d'un nombre de gens assez limité, puisque pour reproduire un ouvrage, il fallait que des moines copistes passent des centaines d'heures à le réécrire. L'imprimerie a instantanément permis de copier des ouvrages à un coût effondré, là encore, dans une échelle qui était de 1 à 1 centième ou un millième du coût précédent, d'en accroître la diffusion. Et ça a évidemment créé des bouleversements politiques absolument considérables. Parce qu'à partir du moment où le savoir se diffuse dans un nombre de mains gigantesquement accru sans aucun filtre, l'interprétation de ce savoir devient complètement libre. Les conséquences que l'on tire de l'interprétation de ce savoir sont très difficilement maîtrisables. Gutenberg me rappelle furieusement les réseaux sociaux. Il n'y aurait pas eu la réforme, il n'y aurait pas eu les guerres de religion s'il n'y avait pas eu l'imprimerie. Et on voit bien aujourd'hui que toute la discussion autour de l'impact des réseaux sociaux, de ce que d'aucuns voudraient voir émerger, la démocratie directe, des fake news, tous ces débats étaient déjà en germe dans la société économique et politique du XVe et du XVIe pour des raisons absolument identiques. La seule différence, qui est importante pour nous, Européens, c'est qu'au XVe ou au XVIe, nous commencions à conquérir le monde. Et nous étions les seuls à maîtriser un certain nombre de ces techniques. Les Chinois ayant, pour les raisons que tout le monde connaît, décidé de se replier sur eux-mêmes.
Aujourd'hui, la situation n'est plus la même. Aujourd'hui, les instruments de ce développement sont peut-être pas à écuits répartis, mais sont répartis dans toutes les mains possibles. La formation, le savoir sont accessibles dans toutes les zones géographiques et dans un certain nombre d'entre elles, avec des effets d'échelle très supérieurs aux nôtres. On a dû vous dire 150 fois que la ville de Shanghai forme chaque année un nombre d'ingénieurs d'un niveau équivalent à celui de nos grandes écoles, qui est un multiple supérieur à 10 du nombre qui est le nôtre. La seule ville de Shanghai. Ils ont le même accès au savoir. J'ai eu une conversation il y a un mois avec Eric Schmidt, l'ancien patron de Google, l'homme qui a été pendant un peu plus d'une dizaine d'années celui qui a été un peu le stratège derrière les deux génies. Il revenait de Chine. Il m'a expliqué qu'il revenait de Chine beaucoup plus terrifié encore qu'à son voyage précédent. Et quand je lui ai demandé pourquoi, il m'a dit, écoute, c'est assez simple. Finalement, nous, l'Ouest, nous avons fait l'hypothèse que la démocratie était le meilleur des systèmes parce que la démocratie reposait sur la liberté individuelle, que la liberté individuelle avait une composante essentielle qui était la liberté d'entreprendre, que la liberté d'entreprendre créait l'innovation, que l'innovation créait la richesse, que la richesse créait l'équilibre social et maintenait la démocratie. Au moment où les données et le foisonnement des données, l'accumulation des données et les effets d'échelle sont essentiels, je me demande, disait-il, si cette hypothèse n'est pas, sinon devenue non pertinente, du moins assez largement challengée. Je pense qu'il n'a pas complètement tort. Donc regardez ce qu'est l'ampleur de ces ruptures technologiques, pas seulement dans le domaine, je dirais, des données et des sciences de l'information. Regardez en médecine, regardez dans un certain nombre d'autres domaines, le monde qui va émerger va être extrêmement différent de celui d'hier. Il va aussi être formidable pour les entrepreneurs, parce que tout ce qui dit disruption dit opportunité, tout ce qui dit opportunité dit capacité à changer les choses en s'appropriant les forces du changement. Le dernier élément qui est en train de bouleverser le monde que nous avons connu, c'est évidemment les idéologies. Et là aussi, il faut que nous fassions un effort sur nous-mêmes. Nous avons tous été éduqués, non seulement dans un monde dans lequel on nous a fait croire que ce qu'on apprenait entre l'âge de 5 ans et l'âge de 25 ans allait nous servir pendant tout le reste de notre existence, ce qui est complètement faux, puisque comme le savoir évolue maintenant beaucoup plus vite que notre capacité à en comprendre les conséquences, on n'a pas terminé ces études qu'une partie de ce qu'on a appris au début de ces mêmes études est déjà obsolète. Mais la grande différence, c'est que le modèle de l'Ouest dont je vous parlais est maintenant ouvertement challengé par un certain nombre de modèles alternatifs qui ne sont plus des modèles d'échec ou qui ne sont plus des modèles de stagnation, qui ne sont pas des modèles de démocratie, mais qui sont décomplexés, entre guillemets, par rapport à nous. Il y a un livre assez intéressant qui a été écrit il y a une quarantaine d'années par un historien anglo-saxon, évidemment, il y en a deux d'ailleurs. L'un d'entre eux s'appelait Steel, Guns and Germs. L'acier, les canons et les épidémies. Et expliquait que ces trois éléments avaient été décisifs dans l'assise de la dominance de l'Europe et de l'Occident ensuite sur le reste du monde. Le deuxième ouvrage, c'est un ouvrage qui s'appelle « Richesse et pauvreté des nations », qui n'est pas d'Adam Smith,
qui est d'un historien anglais qui s'appelle David Landus, qui expliquait pourquoi, dans certaines régions du monde, la prospérité émerge, ce qui n'est pas le cas dans d'autres. Nous voyons bien aujourd'hui que tout ce qui a fait notre capacité à asseoir notre suprématie est en train de vaciller. Il faut l'admettre. Nous ne sommes plus dominants technologiquement, nous ne sommes plus dominants démographiquement, nous ne sommes plus dominants idéologiquement. Qu'est-ce qu'il nous reste si nous voulons survivre comme entrepreneurs et comme société? Il nous reste un atout, à mon avis, absolument fondamental, qui est notre agilité si nous voulons bien nous en servir. Et comme entrepreneurs, c'est à la fois pour nous une exigence et un encouragement. Ce qui va nous préserver, nous défendre, ça n'est pas une lutte étroite pour essayer de nous refermer sur nous-mêmes en bloquant nos portes, que ce soit par une guerre commerciale, que ce soit en érigeant des murs. Même Byzance n'a pas réussi, quelle qu'ait été son avance technologique, puisqu'à l'époque le feu grégeois était en quelque sorte leur arme atomique, même Byzance n'a pas réussi à survivre à son propre délitement. Qu'est-ce qui fait que nous pourrons survivre? C'est notre capacité à accepter que ce changement est inévitable et donc notre capacité à accepter de nous réinventer sans crainte. C'est sans doute plus facile pour les entrepreneurs que pour des systèmes politiques et sociaux qui sont en général le résultat de strates historiques successives acquises dans la difficulté et par conséquent très difficilement bougeables. Mais la vérité, c'est que nous n'avons pas le choix. Et donc, s'il y avait juste un message aujourd'hui, ce serait celui-là. Regardez ce monde qui est en train de changer à toute vitesse. Vous êtes entrepreneurs. Vous avez réussi un certain nombre de choses. Il faut que cette réussite soit pour vous une incitation incroyablement profonde à tout remettre en cause chaque jour. Il n'y a pas d'hypothèse que l'on puisse aujourd'hui asseoir dans la durée autre que celle de la fragilité des choses. Ça peut sembler dramatique, je pense que c'est un message fondamental d'optimisme. Parce que jamais, comme entrepreneur, vous n'avez eu autant la capacité à vraiment changer le monde. Regardez le nombre d'entreprises qui n'existaient pas il y a 5, 10, 15 ans, qui ont aujourd'hui plus de 100 millions, plus d'1 milliard de clients, et qui sont dirigés par des gens dont l'expérience entrepreneuriale a une durée de vie qui est entre 5, 10, 15 ans, pas toujours plus. Si eux ont réussi, pourquoi des gens légèrement plus âgés et ayant beaucoup plus d'expérience ne réussiraient-ils pas? La seule chose qui les empêche de réussir, c'est de penser que leur expérience est un confort. L'expérience, elle doit être une incitation à accélérer le rythme du changement. Elle doit être une incitation à remettre en cause chaque jour tout ce que l'on tenait pour acquis. Il se trouve qu'avec une de mes nouvelles casquettes, je passe une partie de mes journées à travailler avec des entreprises dans lesquelles nous avons investi, qui sont toutes des entreprises qui ont une croissance organique supérieure à 20% par an. Et certaines ont des croissances de 70, 100, 150 ou 200% par an. C'est très très intéressant de regarder ce qu'est l'état d'esprit de ceux qui créent ces entreprises. D'abord, ils ont, comme chacun d'entre vous, la volonté ancrée de changer le monde, mais ils considèrent que rien de ce qui existe n'est là pour toujours, qu'aucune, entre guillemets, des forteresses établies n'est indéboulonnable. Et pour déboulonner ce qui est trop bien installé, ils regardent chaque ligne du programme,
chaque élément de la proposition. Et comme toujours, ils attaquent sur le point faible. Et ils comprennent un certain nombre de choses un peu plus vite que les autres. Et au fond, quand on regarde une économie comme l'économie européenne, qui certes a créé le marché le plus prospère du monde, qui certes a des réussites formidables, c'est aussi quelque part parce qu'elle a bien réussi l'économie la plus fragile. Ce que je dis vaut aussi pour les États-Unis, mais eux ont gardé un degré d'agilité un peu supérieur au nôtre. Pourquoi ? Parce qu'il y a trop de gens qui sont dans une situation de confort, trop de gens qui pensent qu'ils vont survivre, trop de gens qui demandent au gouvernement, demandent à des économistes, demandent à ci ou ça de faire des choses à leur place ou de leur lire l'avenir. Vous savez, quand je regarde un peu ce qui se raconte, j'ai maintenant un sentiment extrêmement profond, qui est que les cycles classiques qu'on nous a enseignés en économie n'ont plus du tout l'importance qu'ils avaient auparavant, parce que les cycles classiques, ce sont comme des vagues bien ondulées dans une piscine finalement assez calme. Quand la profondeur du changement n'existe pas, est assez faible, oui, il y a des cycles classiques, des hauts et des bas, et on sait qu'à un moment, il y a un peu trop de demandes, que donc les prix vont baisser, on attend, etc. L'offre s'ajuste. Mais le bruit que font ces cycles est aujourd'hui très inférieur au bruit que font les ruptures. À l'intérieur même de chaque secteur, à l'intérieur même de chaque service, à l'intérieur même de chaque produit, il y a aujourd'hui des ruptures fondamentales en train de se produire. Soit vous les avez déjà vues, et à ce moment-là, vous n'avez aucune raison d'être tétanisé. Votre seule question doit être: est-ce que je suis assez vite sur la balle et est-ce que je vais vraiment beaucoup plus vite que les autres? Soit vous ne les avez pas vues ou vous les négligez. Si c'est le cas, vous êtes quasiment mort. Vous êtes dans la situation du dernier des dinosaures qui a vu un animal qui était un petit truc assez flexible, qui se faufilait entre ses pattes, qui s'appelait un serpent, et qui a dit: ce petit machin que je ne connaissais pas n'a ni ma puissance, ni ma force, ni mon expérience de l'écosystème, il ne survivra donc pas. Quelques millions d'années après, il y a moins de dinosaures et un peu plus de serpents. Donc, et je vais m'arrêter là parce que je ne veux pas être trop long, vous êtes dans une odyssée, réinventez-vous et surtout, ne craignez pas le monde. Parce que je pense qu'un des avantages fondamentaux que nous avons, Français, c'est précisément le fait que, comme nous sommes d'infini râleurs, jamais satisfaits de rien, nous sommes toujours les premiers à comprendre ce qui ne marche pas. Il y a aujourd'hui un nombre illimité de choses dans ce que nous faisons chaque jour qui, sinon ne marche pas, du moins ne marchera plus demain. Donc, au lieu de rester dans la position des râleurs, allons sur juste l'écran suivant ou la graduation suivante du bouton. Soyez des reconstructeurs. Vous avez tous les moyens à votre disposition. Le fait d'être petit n'est pas un désavantage. L'asymétrie dans les relations économiques n'a jamais été quelque chose d'aussi peu pénalisant. Ce sont plutôt les gros qui sont pénalisés aujourd'hui parce qu'ils ont d'abord en général une assez grande dose d'autosatisfaction, parce qu'ils sont devenus gros. Donc ils sont en admiration devant leur propre prospérité. Donc le fait d'être gros n'est pas un avantage, c'est plutôt un frein au changement. Le fait d'être d'une taille plus raisonnable, voire petit, c'est la promesse de lendemain qu'ils peuvent chanter, parce que ça veut dire qu'on peut aller plus vite, plus fort, à un moment où jamais les instruments fondamentaux du développement n'ont été aussi accessibles et aussi bon marché. Si tous les instruments du développement avaient été coûteux
très difficile à mobiliser, très long à obtenir, aucune des licornes que nous voyons prospérer aujourd'hui n'aurait pu démarrer. Donc jamais vous n'avez eu autant de cartes. Dans une région comme la vôtre, qui depuis les Romains, j'allais dire, a marqué l'histoire de l'Europe parce qu'elle lui a apporté en matière d'innovation, vous êtes potentiellement une source de renouveau formidable. Alors profitez-en. Ne râlez pas sur ce qui ne va pas, saisissez-vous de ce que vous pouvez améliorer. Parce qu'à la fin, ce qui fait la différence entre un entrepreneur et un autre, c'est que l'entrepreneur ne se positionne jamais en victime, il se positionne toujours en acteur. Donc, soyez des acteurs dans ce monde incroyable, dans lequel moi, très franchement, j'adorerais avoir 40 ans de moins. Parce que la liste de ce que j'aurais envie de faire est assez illimitée. Donc, engagez-vous. Ne vous engagez pas que dans vos entreprises. Ne soyez pas myope. Engagez-vous dans la vie de la cité. Parce que même si aujourd'hui on peut avoir le sentiment qu'il y a un certain rejet de ce qu'on appelle, je n'aime pas le terme, les élites, tous les groupes d'hommes, toutes les sociétés depuis que le monde existe, ont été construites, établies, stabilisées par des gens qui avaient un peu plus d'énergie que les autres et une capacité un peu plus forte à s'engager, pas seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour le bien de la collectivité. Beaucoup d'entre vous sont déjà engagés dans le monde patronal. Ne vous limitez pas à celui-là. Engagez-vous et portez votre message. Parce que si vous ne le portez pas, alors vous n'avez pas le droit de vous plaindre de ce que d'autres en porteraient un différent et qui ne vous plaira pas. Donc, soyez des acteurs, profitez de ce monde qui est formidable, vivez votre odyssée, parce que si vous saisissez les cartes, on en parlera encore dans quelques milliers d'années. Merci. Savourez, cher Henri. C'est bien fait pour vous. Reprenez le micro, tiens, je vous offre celui-là à mes côtés sur scène. Merci de partager ce moment avec nous. Henri, on va prendre le temps avec la salle d'un petit échange. On va prendre 10 minutes, un quart d'heure si vous voulez pour que les gens puissent échanger avant d'accueillir d'autres intervenants. Merci d'avoir été cash. Le syndicat des gros vient de se plaindre, le syndicat des petits est assez satisfait, on vient de les entendre. Peut-être quelques questions que vous auriez à poser. On a 4 micros dans la salle, les mains se lèvent. Je vais vous inviter juste à vous présenter, si vous le souhaitez évidemment, à vous lever bien sûr, que l'on puisse vous voir. Voilà. Henri, on se parle sans tabou, sans langue de bois, vous avez vu comment il a fait, donc vous faites la même chose. Voilà, monsieur, vous avez le micro ici, allez-y, je vous en prie. Et puis il y aura un micro pour monsieur qui lève la main. Gardez la main levée et à la crampe, vous aurez un micro, monsieur. Monsieur, bonjour. Bonjour, je suis Thierry Ravel, je suis le délégué régional d'Engie. Parmi les 4 moteurs que vous avez évoqués, le premier que vous avez nommé, c'est le climat. Vous avez absolument d'évidence, depuis la COP21, plus personne ne peut dire qu'il ne savait pas, l'entrepreneur, la collectivité, le citoyen, l'association. Dans un monde où, semble-t-il, les financiers sont en train de distinguer ceux qui font partie du problème de ceux qui font partie des solutions, dans un monde où les futures générations semblent plutôt s'intéresser à l'environnement, à une forme de sensibilité, vous, concrètement, quelle est votre contribution en tant qu'entrepreneur pour lutter contre le climat face à cette menace chinoise, par exemple? Il est venu à vélo à Lyon, en fait, déjà. Henri, pour répondre à cette question primordiale. C'est une excellente question parce que je pense qu'elle concerne tous les entrepreneurs. Bon, moi, je m'étais beaucoup investi dans la COP 21. À l'époque, je dirigeais AXA, qui est un des plus gros bilans, si on peut dire, du monde. Et une des choses qui me frappait en observant ce qui se passait,
était qu'au fond, il y avait cette idée assez naïve que la clé du problème était dans les mains des gouvernements, entre guillemets. C'est à l'évidence faux. Les gouvernements n'ont qu'une partie de la clé. Le moteur le plus puissant, c'est évidemment l'économie. Et c'est donc évidemment les entrepreneurs. Pourquoi? Parce que ce qui crée et produit de la richesse de façon plus ou moins propre, c'est l'activité humaine. Et donc, j'ai défendu l'idée qu'il fallait que les entrepreneurs, et notamment les institutions financières, parce que c'est elles qui sont à la fois les actionnaires et les prêteurs, banquiers et assureurs. Et c'était facile pour un assureur qui a une perspective longue de le dire, qu'il fallait qu'ils se saisissent du sujet parce que leur capacité d'action serait considérable. Et donc j'ai saisi l'opportunité de la COP21, à l'époque sous les ricanements de tous les concurrents. Pourquoi? Pour expliquer que AXA se désengagerait de l'ensemble de ses investissements dans le charbon, puis progressivement dans un certain d'autres secteurs dont on considérait qu'ils avaient une contribution négative à l'équilibre de la planète, avec un raisonnement économique absolument simple, qui est si plus personne ne veut y investir, ou si de moins en moins de gens veulent y investir, le coût du capital va augmenter et ils ne pourront plus développer leurs activités. Donc il y aura une régulation. Il y aura bien sûr toujours quelques cyniques, parce qu'il y a toujours quelques gars qui sont prêts à faire à peu près n'importe quoi, n'importe où, mais on a fait ça. La deuxième chose, et maintenant, c'est à qui on fera le plus. Ça m'amuse de regarder d'ailleurs. C'est à qui on fera le plus dans ce domaine-là. La deuxième chose qu'on a faite, ça a été évidemment du côté des clients, d'essayer de développer un certain nombre d'outils d'investissement à leur proposer qui soient, entre guillemets, soutenables ou responsables. La troisième chose a été d'initier une discussion avec les banquiers centraux, et notamment avec quelqu'un qui est quelqu'un de tout à fait remarquable, qui est Mark Carney, qui est le gouverneur de la Banque d'Angleterre, mais qui à l'époque était aussi, en même temps qu'avec sa casquette de gouverneur de la Banque d'Angleterre, le patron du Financial Stability Forum, c'est-à-dire l'endroit où les banquiers centraux se parlent. Et Mark a compris très vite qu'en réalité, le rôle des banquiers centraux, ce n'était pas simplement l'équilibre des systèmes monétaires à horizon de 3 ans, c'était aussi l'équilibre de très long terme de ces systèmes. Et il a donc commencé à introduire dans la régulation un certain nombre d'éléments sur la mesure de l'impact climat dans les bilans financiers. C'est en train de complètement changer l'approche des investisseurs. Merci Henri pour cette réponse. Je suis allé vous demander de l'eau pour tout vous dire parce que les Lyonnais ils sont sympas, mais en revanche ils ne vous font pas picoler du tout, quoi. Je pense que la journée va être longue. Je voulais vous en parler. J'ai une main levée. Monsieur, bonjour. Je vous invite à vous lever, à vous présenter si vous le souhaitez. Bonjour, je m'appelle François Breton, je suis un inventeur disrupteur. Je voulais savoir comment vous envisagez une défense par rapport à la toute-puissance chinoise qui est prête à venir, qui ne respecte absolument pas la propriété intellectuelle. Bon, c'est un débat bien connu. Il ne faut pas être naïf, il ne faut pas non plus être, entre guillemets, excessivement craintif. On a probablement été naïf pendant un certain temps parce que l'intérêt bien compris de l'Ouest était que la Chine émerge. Si la croissance chinoise était à 0, beaucoup d'entre nous auraient des affaires un peu moins prospères. Mais l'ouverture n'exclut pas l'équilibre. Et je pense que les discussions qui sont en train de se nouer sont des discussions qui commencent à devenir un peu plus productives et intelligentes parce que le sujet de la réciprocité est en train de gagner du terrain. Il n'y a plus aucune raison de considérer l'économie chinoise comme une économie émergente. À l'évidence, il y a toutes les raisons d'exiger de la réciprocité. Tu ne me laisses pas accéder à ton secteur, je ne vois pas pourquoi tu accéderais au mien. Et notre meilleur allié là-dedans, ce sont les entreprises chinoises qui sont en train de réussir sur des pratiques entre guillemets saines, parce qu'elles ont le même sujet que nous sur la propriété intellectuelle. Une entreprise chinoise gérée correctement, qui aujourd'hui développe des produits, développe des solutions qu'elle a envie d'exporter dans le reste du monde et qu'elle a envie aussi d'utiliser sur son marché domestique, elle ne voit pas, avec beaucoup d'aménité, se développer des concurrents sauvages. Donc je pense que c'est un débat
qui va durer un certain temps, qu'il n'est pas facile, que c'est un sujet sur lequel peut-être d'une façon détestable dans la forme, mais avec une certaine efficacité sur le fond. Le président des États-Unis a changé la page, si on peut dire. Son prédécesseur, qui avait d'autres qualités sans doute immenses, avait été d'une très grande naïveté, parce qu'il s'était à la fois désintéressé de l'Europe, et il avait expliqué qu'il pivotait, entre guillemets, sur l'Asie, mais dans la discussion avec la Chine, il n'avait pas mis ces sujets sur la table. On voit que là, de façon parfois détestable, mais ils sont mis sur la table et que ça va probablement contribuer à progressivement changer les choses. Il faut qu'on accepte aussi que l'Europe, qui est assez protectionniste, malgré ce qu'on dit dans un certain nombre de domaines, accepte que si elle veut accéder à des marchés, il faille qu'elle ouvre les siens. Bien sûr, mais j'ai quand même une petite remarque. Je vous ai donné la parole, monsieur? Non, mais je fais exprès, allez-y, bien sûr. Allez-y, juste de manière concise de l'un et l'autre, s'il vous plaît, pour laisser la chance à tout le monde. Typiquement, il y a quelques années, j'ai envoyé un produit en Chine. Pour que le produit puisse être livré au client, les douanes ont demandé la composition complète. Bon, évidemment, mais ils faisaient ça sur tous les produits. Nous, les produits d'assurance, ils les donnaient à tous les concurrents. Il fallait 2 ans pour avoir l'autorisation de mettre un produit sur le marché. Et quand au bout de 2 ans on l'avait, le produit avait déjà été développé 6 mois ou 1 an avant par les concurrents. C'est assez classique. La réponse à ça, ça s'appelle de la réciprocité. Merci, monsieur. Henri, discrètement, je vous ai versé un petit verre de blanc. Qui prend la parole encore? Pardon, une dame ici. Madame, bonjour. Et de l'autre côté, bien sûr, vous avez les micros quand vous le souhaitez. Bonjour. Alors, je suis Anne Damon, je suis trésorière du MEDEF de la Loire. Et je suis également présidente d'un établissement d'enseignement supérieur qui est installé à Saint-Étienne, qui existe depuis une trentaine d'années, qui a 1500 étudiants, qui est développé sur un modèle très original et qui délivre à peu près 300 diplômes d'ingénieurs par an. Voilà. Ma question concerne l'agilité, dont vous avez évidemment parlé et qui constitue le premier atout peut-être de nos entrepreneurs. Pour que les entrepreneurs soient agiles, il faut qu'ils soient visionnaires, ouverts sur le monde. J'imagine qu'il faut aussi, et je pense que vous allez le confirmer, qu'ils aient des collaborateurs eux-mêmes agiles. Et ma question concerne finalement la résistance aujourd'hui du modèle de formation. Moi, je suis confrontée régulièrement aux acteurs, notamment de la CTI, de la commission des titres d'ingénieurs, avec une certaine résistance sur des vieux modèles. Donc comment faire pour que nos écoles soient ancrées dans un nouveau modèle et préparent des collaborateurs agiles? Avec une réponse courte, on prendra d'autres questions. Oui, elle va être moyennement courte parce que ça me permet de toucher un sujet que je n'ai pas eu le temps de toucher, qui est l'éducation. Oui. Alors d'abord, collectivement, nous sommes coupables, alors que nous ne représentons que 60 millions d'habitants. Nous gâchons chaque année 20% d'une classe d'âge. 20% de chaque cohorte, c'est-à-dire chaque année, 20% des enfants qui sortent du primaire ne maîtrisent ni la lecture ni le calcul. Les mêmes sont ceux qui sortent du secondaire sans aucun diplôme. Les mêmes sont ceux qui font que le taux de chômage, entre guillemets, structurel français est à 7%, là où, ou 7,5%, là où celui de tous ses voisins est à la moitié ou moins. Nous sommes collectivement responsables du gâchis de 20% de nos ressources humaines. C'est totalement inadmissible. C'est pour ça que l'urgence absolue est d'investir, avant d'aller sur le supérieur, et d'investir sur le primaire, parce que c'est juste pas tolérable. On a beaucoup parlé de grands débats, etc., etc. Le véritable sujet de fond dans notre pays, ce ne sont pas des inégalités de revenus au demeurant beaucoup plus faibles que partout ailleurs, qui ne sont que la conséquence, ce sont les inégalités d'accès. La première inégalité d'accès, c'est l'inégalité d'accès à l'éducation. Si nous ne changeons pas ça, il nous arrivera des choses déplaisantes. La deuxième chose sur l'éducation, il faut évidemment que nous changions notre approche parce que les besoins en formation sont en train de changer à toute vitesse. L'éducation est en train de se digitaliser. Le système français rigide a besoin d'ouvrir les fenêtres. Il se trouve que je suis investisseur dans une affaire française. Et ce sont
mes partenaires américains qui ont décidé qu'il fallait absolument qu'on y aille, qui s'appelle Open Classrooms. Oui, magnifique. Oui. Voilà. Qui est une magnifique boîte française qui est en train, entre guillemets, d'exploser tous les standards en matière de formation diplômante digitalisée. C'est l'avenir, ça. Parce que c'est adaptable, parce que c'est flexible, parce que c'est accessible à tout le monde. Ça ne veut pas dire que les écoles vont disparaître. Il restera des endroits où il faut des formations, je dirais, pratiques, interactives. Il restera des endroits où il faut de la recherche et un certain nombre d'autres choses. Mais le système éducatif organisé de façon rigide, tel que nous l'avons connu, c'est la même chose que les monastères de copistes de la Renaissance. Il est temps de changer de modèle. Merci beaucoup, merci madame pour cette question. Une dernière question de la salle. Madame, bonjour. Oui, bonjour. Allez-y, ça fonctionne. Très bien. Sylvie Guinard, donc chef d'entreprise, timonier. Je vais rebondir un peu sur ce qui a été dit concernant les collaborateurs et l'éducation. Moi, aujourd'hui, ma question, c'est comment est-ce qu'on peut, de manière pratico-pratique, refaire connaître ce que c'est que le monde de l'entreprise au monde de l'éducation. Mais alors, vous étiez en train de parler du primaire, je vais peut-être parler du collège, parce que je pense que c'est déjà à ce moment-là que le jeune se pose peut-être une question d'orientation. Parce qu'aujourd'hui, il y a une telle méconnaissance de la part des professeurs, hein, du monde de l'éducation. Alors, pas sur l'étude supérieure, parce que le jeune a déjà fait son choix de carrière. C'est-à-dire, finalement, quel est le monde qui se présente aujourd'hui, et en particulier, il est en telle transformation dans nos entreprises. Quel est le monde que va rencontrer les jeunes demain matin, de manière à ce qu'ils puissent toucher peut-être un peu du doigt des opportunités de carrière, des opportunités de vie. Et je dirais, on a tellement besoin de talent. Comment est-ce qu'on fait pour rapprocher le monde de l'éducation à nous, entrepreneurs? Permettez-moi juste une question pour prolonger la vôtre, madame. Est-ce que vous participez à la semaine école-entreprise, par exemple? EDF est très depuis plus de 12 ans là-dedans. Est-ce que vous participez à des actions comme les mini-entreprises? Il y a des actions dans la région quand les boss rencontrent les profs. Est-ce que vous le faites? Je fais des speed dating dans les écoles, je fais venir des jeunes aussi. Mais à notre petite échelle, on se rend compte qu'on arrive à toucher quelques jeunes. On a beaucoup, beaucoup de mal à toucher les professeurs. Henri Decastre vous répond. Alors, ma réponse est 1. Pour la première fois depuis probablement 40 ans, on a un ministre de l'Éducation nationale qui a une vraie vision stratégique, qui sait exactement ce qu'il faut faire, où il faut le faire et comment il faut le faire. Il a aussi besoin d'être soutenu de l'extérieur, parce que ce n'est pas facile tous les matins pour lui, mais il est incroyablement plus ouvert que ses prédécesseurs. Il a été le patron d'une grande école de commerce, malheureusement pas lyonnaise, mais avant de prendre ses fonctions. Donc aller au contact, je suis sûr, enfin, le recteur de Lyon ne vous fermera pas sa porte. Allez au contact des profs, allez au contact des collèges. Et je dirais, les entrepreneurs ont une responsabilité particulière parce que les clés, entre guillemets, sur l'apprentissage et la formation professionnelle, et ça c'est un message, et je regarde Patrick, je pense qu'il sait ce que je vais dire. Quelque part, il y a eu, pour la première fois depuis des années, et Dieu sait qu'il y a des aspects sur lesquels je suis très critique, sur celui-là je ne le suis pas, il y a eu depuis des années, pour la première fois, un mouvement dans le bon sens sur l'apprentissage. Si les entrepreneurs ne s'en saisissent pas, s'ils ne se mobilisent pas comme ils le veulent, il y a des régions, des branches qui sont capables de le faire, il y a des branches qui sont probablement moins bien outillées, mais si vous ne vous saisissez pas du sujet de l'apprentissage, le retour de bâton sera incroyablement violent parce que nous, comme entrepreneurs, nous serons disqualifiés. Il y en a marre dans ce pays d'entendre revendiquer des degrés de liberté et derrière de les voir inutilisés quand ils ont été accordés. Parce que ça alimente tout le débat sur, finalement, nous ne sommes qu'une nation de revendicateurs profiteurs. Là, il y a des degrés de liberté qui ont été donnés pour engager les jeunes, pour mobiliser les jeunes. L'apprentissage est le meilleur moyen d'insertion dans l'entreprise. On le sait tous. Eh bien, il faut qu'on en fasse bien davantage et vite, très vite. Parce que sans ça, le retour de flamme, il sera pour nous et il ne faudra pas se plaindre d'être caramélisé. Merci beaucoup. Merci madame pour cette question. Henri, pour terminer.
Le mot de la fin. On repart avec quel mot motivant pour cette journée et pour ce qui nous attend demain dans nos entreprises? Foncez. Merci beaucoup. Henri Decastre était votre invité ce matin. Merci Henri.